Alors pourquoi on a fait cet énorme trou dans notre maison? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, mais avant ça, il faut que je vous remette un petit peu dans le contexte. Donc dans l'épisode précédent, on a vu qu'on a terminé les toilettes sèches et c'était la dernière grosse étape qui nous restait à faire dans le salon. Bon, il reste quand même quelques petits chantiers comme le parquet ou la peinture, mais ça on le fera dans un second temps, comme ça nous permettra de faire tout le rez-de-chaussée en une seule fois. Donc maintenant que le salon est en stand-by, on va pouvoir passer à la dernière pièce qui nous reste à rénover, la cuisine. Alors comme vous pouvez le voir, dans la cuisine, il y a deux ouvertures d'un côté, mais de l'autre il n'y en a pas, ce qui fait que le matin la pièce est très bien éclairée. Par contre, dès que le soleil commence un peu à tourner, ça devient beaucoup plus sombre. Donc l'un des tout premiers projets qu'on a décidé de faire, c'est de créer une grande ouverture pour amener de la lumière dans la cuisine l'après-midi. Alors il faut savoir que ce chantier remonte déjà à plusieurs années, et à l'époque notre plus grande fierté c'était d'avoir construit ce magnifique porte-verre qui au final ne peut en accueillir qu'une toute petite partie parce qu'on s'était complètement planté dans les dimensions. Donc autant dire que si on avait dû faire nous-mêmes une ouverture dans un mur porteur, je pense que ça aurait été un projet un peu trop ambitieux pour l'époque, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a fait appel à des maçons pour aborder cette première étape un peu plus en douceur. Et pour faire une ouverture, la première étape, c'est la démolition. La démolition, c'est toujours une étape un peu stressante parce qu'à force d'enlever des pierres, on a vraiment l'impression que ça va finir par s'effondrer, surtout quand les maçons enlèvent les étais et qu'il n'y a plus rien pour soutenir l'édifice. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à eux, parce que ça nous a permis d'apprendre à leur côté pour ensuite pouvoir le refaire par nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour créer une porte dans le salon. Et une fenêtre dans notre chambre. Et tant qu'à être dans la démolition, on a aussi profité pour démolir cette petite dépendance qui commençait à tomber en ruine. Alors toutes ces démolitions, ça a généré énormément de gravats, et à ce moment-là, toutes les déchetteries étaient fermées à cause du confinement, donc on a été obligé de tout stocker sur place, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un énorme talus de gravats dans le jardin, et quand les déchetteries ont enfin réouvert, on a d'abord tenté de tout évacuer à la main, mais on s'est vite rendu compte que ça prendrait des semaines, donc on a fini par opter pour une solution un peu plus rapide. Ok, bon, revenons à nos moutons, parce qu'après avoir fait le trou dans le mur, l'étape suivante c'est la pose du seuil. Alors dans les constructions modernes, les seuils sont souvent en béton, mais sur une maison ancienne comme la nôtre, ça aurait fait un peu tâche, donc on a préféré mettre une ardoise, qui est l'une des pierres typiques de notre région. Alors comme vous pouvez le voir derrière, on voit que la cuisine a été cloisonnée, et ça nous a bien servi pour contenir la poussière le temps de faire la démolition, mais ça cassait complètement le volume de la pièce, donc on a décidé d'abattre toutes les cloisons. Une fois cette étape terminée, les maçons ont pu se lancer dans la construction des jambages, qui sont ces deux structures verticales sur lesquelles on viendra poser le linteau, et pour ça il faut que chaque pierre soit taillée sur mesure avant de pouvoir être posée. Pour s'assurer que les jambages soient bien intégrés dans le mur, les maçons doivent croiser les pierres, donc ça consiste à en mettre une dans le sens de la largeur du mur, et celle d'après dans la longueur. Et ça permet de mieux répartir les charges et donc de solidifier l'édifice. Par contre, ça implique que toutes les pierres qui sont dans la largeur doivent être retaillées pour pouvoir créer une feuillure contre laquelle on pourra plaquer la future menuiserie.
Une fois les jambages terminés, Régis a réajusté la feuillure pour qu'elle soit prête à accueillir la menuiserie, et pendant ce temps, Thomas a préparé le linteau avec du bois qui avait déjà eu une première vie, comme ça il aura un peu plus de caractère. Une fois la maçonnerie terminée, à ce stade, normalement, on aurait dû attendre 3 mois, parce que c'est le temps qu'il faut pour fabriquer la menuiserie, et franchement, attendre 3 mois avec un énorme trou dans la maison, c'est pas ultra agréable, donc on a décidé de faire un pari un peu risqué en commandant à l'avance la menuiserie. Et généralement, c'est pas très recommandé parce que si la maçonnerie n'est pas parfaite, la menuiserie pourrait ne pas s'adapter, et là c'est le début de la galère. Mais ça, c'est sans compter sur Régis et Thomas qui ont fait un taf au millimètre, donc la baie vitrée a pu être posée sans aucun problème, et seulement quelques jours après que la maçonnerie soit terminée. Alors de l'autre côté de la maison, on voit que les menuiseries ont des croisillons et des coffres de volets roulants, ce qui empêche une bonne partie de la lumière d'entrer dans la pièce. Donc on a décidé de les remplacer par des menuiseries plus lumineuses et avec un double vitrage pour avoir une meilleure isolation. Ok, on repasse maintenant de l'autre côté de la maison, et là on se rend compte qu'il manquait un dernier petit truc pour pouvoir vraiment profiter de cette nouvelle ouverture. Donc on a décidé de construire une terrasse à cet endroit, et pour ça on a commencé par décaisser d'une vingtaine de centimètres pour que la future terrasse arrive parfaitement à fleur du seuil de la maison. Une fois cette étape terminée, on a commencé à préparer les fondations, et comme c'est une terrasse qui avait déjà eu une première vie, tout n'était pas parfaitement droit, donc on a décidé de faire un montage à blanc pour que tout soit bien ajusté, et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise une fois le béton coulé. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on crée des petites cales, ce qui nous a permis de maintenir toute la structure de la terrasse en place, le temps que le béton durcisse. Ensuite, on est venu réajuster le sol pour être sûr que le bois ne soit pas en contact de la terre, parce que sinon ça risquerait de pourrir, et on a mis en place un géotextile pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'herbe qui puisse pousser sous la terrasse. Timelapse, on est debout, on est beau gosse, et lui vient nous filmer quand on est parti en fait. Une fois le géotextile installé, on a pu mettre en place toutes les poutres et les entretoises, ce qui va permettre de contraindre toute la structure et augmenter sa résistance. Et avant de mettre en place les lames, on a d'abord collé une bande résiliente sur toutes les poutres, ce qui permettra de les protéger de la pluie. Et même si on n'a pas eu le temps de mettre en place toutes les lames dans la journée, ça nous a pas empêché de quand même profiter du premier tiers de la terrasse pour la soirée. Et c'est donc le lendemain qu'on a pu terminer la terrasse. Donc maintenant que les ouvertures sont terminées, on va pouvoir passer à la rénovation de l'intérieur de la cuisine, et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et merci à tous les copains de nous avoir donné un petit coup de main, parce que franchement ça fait vraiment la diff. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!